Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? J'entends que la voix résonne dans l'auditorium. Alors, en effet, je vais vous présenter un petit peu cette idée des réclamations à travers les âges et en particulier dans l'art. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, j'attaque directement dans le vif du sujet en vous présentant une tablette cunéiforme amarnienne, donc qui remonte à 1770 avant Jésus-Christ, et c'est très certainement une des toutes premières traces de réclamation de l'histoire de l'humanité, où justement on se plaint par rapport à une commande effectuée de la façon dont elle a été traitée, dont la livraison a été en retard, etc. etc. Donc on fait une sorte de rapport de cette livraison dans cette écriture. Donc vous avez pas mal d'objets comme ça en cunéiforme au Louvre, qui sont les premières traces d'écriture caractéristiques avec cette écriture qui ressemble un petit peu à des clous, tout à fait illisibles pour nous, évidemment, comme les hiéroglyphes d'ailleurs, qu'on a su malgré tout décrypter. Donc on a pas mal de choses comme ça qui remontent à l'Antiquité. Et notamment, un exemple qui vous amusera sans doute, parce qu'on nous affuble, nous les Français, d'être les rois de la grève. Et là, vous avez ce papyrus de la grève, 1166 avant Jésus-Christ. On est sous le règne de Ramsès III. Et donc, déjà là, on se plaint également des conditions de travail des ouvriers. Donc ils viennent réclamer justement aux vizirs, aux personnes qui sont chargées de rapporter comme ça l'autorité du pharaon dans les contrées, les différentes régions, d'améliorer. Donc par exemple, on aimerait avoir plus de bière au déjeuner, des repas un petit peu plus conséquents pour travailler davantage. Alors pour vous faire un petit topo historique, vous avez cette carte qui vous présente évidemment la vallée du Nil, l'Égypte, qu'on a tous étudié à l'école un jour ou l'autre. Et donc, vous avez dans différents endroits, je ne sais pas si j'ai un pointeur pour... alors, mais le problème, c'est qu'il faudrait que je pointe tous les écrans en même temps. Vous avez mentionné justement la vallée des rois, qui est à peu près au premier tiers le long de la vallée du Nil. Donc, cette vallée des rois que l'on connaît quand même assez bien pour soit y avoir voyagé, soit avoir vu des reportages et documentaires variés sur le sujet. Donc, cette vallée des rois, je vous la montre en photo. C'est un endroit tout à fait désertique, assez isolé. On voit le Nil en arrière-plan sur les photos. Et donc, dans cette vallée des rois, il y a de nombreux tombeaux de pharaons. Que vous voyez ici, qui ont été au fur et à mesure découverts par les archéologues et dont le pharaon de Toutankhamon, le célèbre. Et donc, dans cette vallée des rois, il y avait un village d'artisans, les artisans de Dir el-Médine, dont on voit la souche de village qui a été mise à jour par les archéologues. Et donc, dans ce village-là, il n'y avait que des artisans qui travaillaient au décor des tombeaux des pharaons. Et donc, ils étaient chargés de ces décors. Donc là, on n'est pas sur des tombeaux pyramides, je ne l'ai pas précisé. On est sur ces tombeaux enterrés, donc qui sont vraiment sous cette vallée, enterrés. Donc il y a une porte d'accès, et puis en général un escalier ou une pente inclinée qui mène à la salle du tombeau. Et donc c'est bien cette salle du tombeau que ces artisans décoraient. Vous avez ici un exemple avec le tombeau Toutankhamon. J'ai pris celui-là parce qu'évidemment l'exposition qui vient de fermer, que vous avez peut-être vu, puisqu'on n'avait pas le haut du sarcophage et la partie du masque doré dans l'exposition, on voit un petit peu tous ces décors. Donc c'était essentiellement des décors muraux, et donc on prépare plusieurs années à l'avance les fameux tombeaux des pharaons qui finiront par mourir un jour ou l'autre. Pour Toutankhamon, ça s'était précipité car il est mort assez jeune, vous le savez, à 18 ans. Et donc, il a fallu précipiter le décor. On était en train de préparer le tombeau de sa sœur, qui avait également régné. Et finalement, c'est lui qui a été enterré le premier. Donc, tout ça pour revenir à nos artisans de Dir el-Médine, qui étaient mécontents des conditions de travail et réclamaient un confort de travail un petit peu plus conséquent, tant au niveau de la nourriture que des pauses éventuelles qu'on pourrait faire sur ce fameux papyrus de la grève. Alors, un petit saut dans le temps. J'ai essayé de vous faire une présentation chronologique pour que vous puissiez vous raccrocher à des choses
qui vous rappellent évidemment des souvenirs de lecture ou d'écoliers peut-être, et évidemment des références aussi qui parlent un petit peu à tous. On a tous étudié l'Égypte. Saint-Louis, évidemment, pour le Moyen-Âge, vous savez, ce roi qui a été canonisé en 1297, qui était déjà considéré comme étant un saint de son vivant. Il est l'enfant de Blanche de Castille et de Louis VIII, et il a laissé dans l'imaginaire collectif, et notamment des Français, cette rigueur pour la justice et toutes ces réclamations que son peuple venait lui faire et toutes ces doléances pour justement essayer de rétablir la justice dans le pays. Et donc il consacrait un temps assez conséquent à arbitrer les combats, enfin, toutes les petites choses qui opposaient ces sujets. Et donc en général, il avait pris pour habitude de rendre cette justice sous le chêne de Vincennes, où se trouvait le château royal. Vous savez, il y a toujours le fort de Vincennes qui est maintenant, je crois, abrite les archives de l'armée. Donc, sous ce chêne, il va rendre cette justice. Donc, ce sont des audiences publiques. C'est par exemple à lui que l'on doit la présomption d'innocence qui existe, vous voyez, en France depuis le Moyen-Âge. Et donc, ça... Parfois même, on lui a demandé d'arbitrer des conflits européens, puisqu'il avait une telle justesse, une telle rigueur dans le rendu de la justice et vraiment une espèce de neutralité absolue. Donc, il était fréquemment sollicité pour arbitrer tout ça. Et il avait, par exemple, dit, il y a eu un épisode assez marquant de son règne qui a été relaté par Joinville, qui était son compagnon de croisade, et c'est lui qui a réalisé la biographie de Saint-Louis. Et Joinville raconte qu'à Fontainebleau, dans le château de Fontainebleau, il avait dit à son fils qui était malade, à son chevet, en lui disant « Si tu dois régner après moi, il faut vraiment que tu sois d'une rigueur exemplaire et je préférais que ce soit un Écossais qui dirige la France plutôt qu'un de mes fils qui n'ait pas justement cette rigueur et cette espèce de justice ancrée en lui. C'était vraiment le fer de lance de sa politique à cette époque-là. » Donc il va faire basculer, on peut le dire, la monarchie féodale, un peu archaïque, à une monarchie un petit peu plus moderne, avec des axes juridiques qui sont encore en vigueur de nos jours. Voilà une autre vision de ce Saint-Louis sous son chêne, évidemment dans le palais de justice de Paris, avec cette sculpture d'Eugène Guillaume à la fin du XIXe siècle, dans cette grande galerie de style troubadour que vous connaissez peut-être. Voilà. Autre exemple de réclamation, alors celle-là, elle est d'actualité en permanence, c'est bien sûr notre Joconde du Louvre, que vous connaissez bien, qui a été peinte par Léonard de Vinci sur un panneau de peuplier. J'annonce dans la foulée cette exposition qui s'apprête à ouvrir fin octobre au musée du Louvre, sur Vinci, autour des 5 tableaux qui font partie des collections du Louvre. Donc la problématique de cette réclamation pour la Joconde, c'est bien entendu le fait que depuis le XVIIIe siècle, l'Italie aimerait voir revenir cette œuvre dans ses collections nationales, sachant qu'elles sont évidemment en France, à Paris, au Louvre. Donc ça, c'est le grand débat intégrale qui anime nos collections. C'est vrai au Quai Branly, on a des exemples au Louvre. Et donc, vous savez que le Louvre est un musée qui va ouvrir en 1793. Le grand conservateur du Louvre à l'époque, c'est Vivant Denon. Et donc, on a ce tableau qui est rentré dans les collections par un cheminement tout à fait incongru qui justifie le fait qu'elle soit encore en France. Donc, Léonard de Vinci vient en France à la demande de François Ier. Et il va venir dans un premier temps pour des raisons militaires. Il doit fortifier la ville de Romorantin. Parce que Léonard de Vinci a, vous le savez, construit pas mal de machines de guerre, des systèmes de fortification assez performants. Et François Ier a entendu parler de ça. À l'époque, Vinci travaille pour le comte Ludovic Sforza à Milan. Et il le débauche pour le faire venir en France. Alors, à ce moment-là, François Ier est en plein travaux de réhabilitation des châteaux français pour leur mettre une petite touche Renaissance, notamment dans le Val-de-Loire et à Fontainebleau en particulier.
Donc Léonard de Vinci arrive avec ses plans, toutes ses stratégies militaires. Et puis l'amitié qui se noue entre François Ier et Vinci va montrer à François Ier que Vinci est aussi un très bon dessinateur. Il occupe son temps libre à dessiner. Il a emmené quelques tableaux sous le bras pour les terminer, dont la Joconde. Et donc il partage, puisque François Ier est amateur des arts, ce goût pour la peinture, le dessin, etc. Puis il lui dit, mais en fait, le côté militaire, c'est pas trop votre truc. Donc évidemment, il faisait ça pour de l'argent, mais avec beaucoup d'intelligence. Et finalement, François Ier le déroute de son projet premier et l'oriente justement en lui disant, écoutez, finalement, peignez. J'aime beaucoup ce que vous faites et donc peut-être que vos tableaux, vos créations pourraient intégrer mes châteaux, etc. Donc il va le changer d'orientation. Bilan des courses, vous le savez, Léonard de Vinci meurt en 1519 à Amboise, où il était logé par François Ier au Clos d'Ussé. Et donc, il va être enterré dans la chapelle Saint-Hubert du château d'Amboise, que je vous montre en ce moment en photo. Et donc, sa dépouille repose toujours en France. De ce fait, les tableaux qu'il avait apportés au moment de sa venue en France sont rentrés dans les collections, d'autant que François Ier avait adoré la Joconde et il avait payé 4000 écus à François Ier. Donc finalement, il a acheté ce tableau qui, à l'origine, n'était pas pour lui, puisque c'était pour Francesco del Giocondo, un banquier, et donc qui avait fait la commande du portrait de son épouse. Finalement, il ne l'aura jamais. Je ne sais pas s'il l'avait payé, l'histoire ne le dit pas. Par contre, François Ier donc, avait vraiment aimé cette œuvre et il avait demandé à Vinci de la lui vendre. Alors il a dit, je vous la vendrai quand je l'aurai terminée. Et donc, 5 tableaux comme la Sainte-Anne, la Vierge à l'Enfant, etc., sont rentrés, le Saint-Jean-Baptiste, voilà, les 5 du Louvre, sont rentrés du fait du décès de Léonard de Vinci en France, dans les collections des musées nationaux. Mais évidemment, il y a des Italiens qui nous réclament cette Joconde, qui est le chef-d'œuvre absolu, qui est une des raisons des grosses entrées du musée du Louvre, toujours à l'heure actuelle. Vous savez qu'elle est à nouveau, depuis quelques jours, dans la salle des États, qui a été repeinte en bleu de Prusse pour mettre en valeur les noces de Cana et la Joconde. Et donc, on a ce tableau qui est un sujet un peu de discorde très ancien entre l'Italie et la France. Alors, il faut savoir aussi que c'est un tableau qui a été volé en 1911, en août 1911, où justement un Italien avait dérobé la Joconde à une époque où elle était un petit peu moins protégée. Il y avait quand même une vitre depuis assez longtemps sur cette œuvre-là, mais il avait réussi à substituer, c'était un peintre en bâtiment, et donc il avait une grande blouse et il avait réussi à décrocher la Joconde, à la rouler sous sa blouse. Et finalement, on l'a retrouvée 2 ans plus tard. Guillaume Apollinaire et Picasso avaient été mêlés à l'enquête puisqu'ils avaient acheté des œuvres à un vendeur comme ça qui dérobait parfois certaines œuvres. Donc on avait eu un doute sur ce marchand d'art peu scrupuleux. Et donc Apollinaire et Picasso avaient été interrogés et entendus, mais assez vite écartés de cette enquête. Donc on va la retrouver en Italie. Donc cet ouvrier va justifier le fait qu'évidemment c'est une œuvre qui devrait être en Italie et pas en France. Donc malgré tout, elle est retournée en France. Donc contrairement à certaines œuvres du Louvre qu'on nous réclame aussi, il y en a d'autres, mais la Joconde est un petit peu emblématique de ces relations-là muséales, on pourrait dire, parce que c'est pas vraiment un sujet diplomatique, politique, si je puis dire. Et donc cette Joconde est emblématique d'un style, d'une époque, le sfumato, la perspective atmosphérique, toutes ces choses un peu nouvelles qui sont en train de se mettre en place dans la peinture italienne, dans ce beau mouvement de la Renaissance qui fait basculer justement aussi la peinture vers la modernité. Le cas par exemple des Noces de Cana de Véronèse, là pour le coup, on pourrait le rendre, celui-là, puisqu'en 1797, Napoléon, lors des campagnes d'Italie, qui n'est pas encore Napoléon, je dis ça pour le raccourci, mais on parle plutôt de Bonaparte à l'époque. Il n'est pas encore sacré empereur. Et donc, il va ramener au moment des campagnes d'Italie et de sa victoire le fameux traité de Campo Formio. Et donc, en échange, l'Italie doit payer un lourd tribut en œuvres d'art. Et donc, dans le lot, il y a les Noces de Cana, le plus grand tableau du Louvre, que vous le savez, qui fait près de 60 mètres carrés. Donc qui a été coupé en 2 pour le transport et roulé sur des tonneaux.
ce qu'il avait beaucoup abîmé. Mais c'est un tableau qui a fait l'objet d'une grande restauration au début des années 90. Autre exemple de réclamation, évidemment, les fameux cahiers de doléances et toutes ces problématiques révolutionnaires, ces discussions animées, très passionnées, et notamment la fameuse scène du serment du jeu de paume qui a eu lieu le 20 juin 1789. Un tableau qui a été peint, un très grand format là aussi. Le grand format, c'est bien sûr le format de la peinture d'histoire. Et il faut envisager ça comme le genre le plus noble en peinture depuis le XVIIe siècle. On relate sur ces grands formats à la fois de la peinture religieuse, mythologique et des grandes scènes de la vie historique. Là, c'est le cas. C'est une scène de l'histoire de France emblématique que David va restituer. David, c'est le grand peintre officiel. C'est lui qui fera le fameux tableau du couronnement de Napoléon qui se trouve au Louvre, le tableau du sacre. Et donc, on voit justement cette animation. Alors là, c'est un tableau que j'ai rajouté un petit peu pour faire le pont avec ce que Jeanne vous apportera tout à l'heure, dans la mesure où on a parfois des échanges houleux, âprement discutés, et on voit David traduit un peu ces requêtes et puis ces prises de parole un peu anarchiques dans cette assemblée, avec ses levées de bras, ses mouvements, jusque dans le vol de ces rideaux sur les parties hautes et les baies de cette salle du jeu de paume, qui viennent justement animer cette salle et donner cette espèce de tourbillon comme dans une réunion animée qu'on a évidemment tous connue. Donc on vient un peu mettre en place les nouvelles règles de vie, évidemment. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails très juridiques et compliqués de l'époque révolutionnaire, mais c'était vraiment, je trouve que par ce tableau, on est vraiment au cœur de la compréhension de cette animation d'une assemblée qui réclame plus de justice, plus d'équité, plus de nombreuses choses, évidemment, qui vont agiter toute cette période révolutionnaire. Alors, un exemple que je trouvais amusant à mettre en scène, c'est bien sûr le cas de Rosa Bonheur, une peintre animalière très connue au 19e, même si son nom est un petit peu tombé dans l'oubli. Certaines de ses œuvres, comme le labourage nivernais, font partie des collections du musée d'Orsay. Je vous l'ai mis après, j'y reviendrai. Et donc, on a énormément de tableaux de Rosa Bonheur qui sont aux États-Unis, notamment, qui apprécient énormément son travail. Donc, c'est une peintre femme assez rare au 19e siècle. On connaît évidemment Suzanne Valadon, Berthe Morisot, des femmes qui doivent se former par elles-mêmes, puisque l'école des beaux-arts est fermée, enfin interdite aux femmes, sous prétexte qu'on y étudie le modèle masculin nu. Pour les cours d'anatomie, les fameuses académies qu'il faut savoir rendre dans le corps et la stature des êtres humains, une des premières choses qu'il faut savoir dessiner. Et donc, elle va se former, comme beaucoup de femmes, au Louvre, en copiant les maîtres anciens, faire des copies des grands maîtres qui sont déjà au musée, et puis parfois trouver un maître qui va les former, comme Corot va former Berthe Morisot. Rosa Bonheur est plus ou moins autodidacte et elle va se faire une spécialité des animaux, travaux des champs, comme c'était très en vogue à l'époque avec Millet, par exemple, qu'on connaît également assez bien. Donc Rosa Bonheur, dans l'exercice de son métier de peintre, lorsqu'elle va observer ces animaux pour la restitution sur ces tableaux, aimerait pouvoir être habillée de façon confortable. Et vous savez qu'à l'époque, les femmes n'ont pas le droit de porter de pantalon. En tout cas, dans un espace public, dans le champ privé, évidemment, c'est autorisé. Mais le pantalon est interdit lorsqu'on va sur les marchés aux bestiaux, comme c'était le cas de Rosa Bonheur, ou lorsqu'on peint, tout simplement, des très grands formats. Vous verrez que le labourage nivernais est un très grand tableau. Et donc, on monte sur un escabeau, parfois sur une échelle, parfois il est placé sur une mezzanine pour avoir le recul nécessaire à l'observation. Et donc, elle va faire cette requête d'une réclamation pour avoir l'autorisation formelle de porter le pantalon. C'est un document que vous avez ici, qui est un fac-similé, bien entendu, qui est conservé aux Archives nationales de Paris. Il y en a une copie au musée Rosa Bonheur à Thomery, en Seine-et-Marne, à côté de Fontainebleau. Et on voit l'autorisation, la réponse à cette réclamation, à savoir le préfet de police, le 12 mai 1850 et quelques. On est sous le Second Empire, on n'a pas tout
à fait la date. Elle est légèrement effacée sur ce document administratif qui autorise Rosa Bonheur à porter le pantalon. Alors voilà ce qui est écrit, puisque le document est tout petit, manuscrit, donc c'est pas très lisible. Autorisons la demoiselle Rosa Bonheur demeurant à Paris, rue à s'habiller en homme pour raison de santé sans qu'elle puisse, sous ce travestissement, paraître au spectacle, bal et autres lieux de réunion ouverts au public. La présente autorisation n'est valable que 6 mois à compter de ce jour. Voilà, donc en tout cas, c'était la première autorisation pour Rosa Bonheur. Donc sa réclamation a été entendue. Et aussi, évidemment, d'une réclamation pour un meilleur confort de travail. C'est au-delà d'une revendication presque féministe, il y a cette idée de disposer librement des atours que cette femme pourrait porter, et notamment pour être un peu plus à l'aise au travail. Donc le voilà, le labourage nivernais, c'est le tableau d'Orsay, assez grand format, et donc c'est un tableau qui avait été achetée par l'État français, assez vite reconnue. Donc elle avait vraiment une démarche presque scientifique sur le rendu des animaux qu'elle peignait. Alors, un exemple intéressant aussi, c'est l'avènement au XIXe siècle, tout ce tourisme de luxe qui va se mettre en place à Paris, dans ces palaces, que nous, on appelle palaces à notre époque, mais qui étaient plutôt dénommés hôtels de qualité au XIXe siècle. Et un est célèbre, que vous connaissez tous évidemment, le fameux Ritz de Paris, qui a été longtemps dirigé par César Ritz, et il avait emmené dans l'aventure, vous le savez, Escoffier, qui était le grand chef cuisinier, qui va proposer pour la première fois une possibilité d'être hébergé dans un lieu de très haute qualité, de très bel accueil pour les personnes qui s'y rendraient, et également d'avoir une table de très haute qualité grâce à Escoffier. Donc c'est là qu'on va inventer de nombreuses recettes, bien entendu, et on va mettre au-dessus de tout la qualité d'accueil de la clientèle et cette fameuse phrase qui n'est pas une invention véritable de Ritz, du client est roi. Donc ça, c'est quelque chose qui vous parle très certainement, en tout cas que certains ont peut-être revendiqué un jour ou l'autre auprès de vous, cette idée que dans l'hôtellerie et dans la restauration, on doit se plier en quatre pour satisfaire son client dans ses souhaits les plus fous, dans sa qualité d'accueil, d'hébergement et de nourriture. Évidemment, on va se remettre en cause en permanence pour satisfaire ce client. Donc, s'il y a bien un secteur d'activité qui est fort là-dessus, j'imagine, c'est bien ce secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Donc, j'ai profité un petit peu de cette peinture de Georges Janiot qui présente les jardins et la fameuse terrasse du Ritz, si agréable et si appréciée, notamment à la Belle Époque, encore aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça faisait partie des premiers établissements électrifiés. Il y avait toute une quête comme ça permanente de luxe, une piscine, vous le savez, qui existe toujours, etc., etc. Alors, dans la foulée de ces nouvelles inventions du 19e, on a évidemment le grand magasin. On va voir sous le Second Empire, au moment où Haussmann a complètement remanié la ville de Paris, des établissements apparaître comme les magasins du Louvre, comme tous ces lieux incroyables. Et évidemment, vous avez tous en tête, soit lu ou au moins des extraits, du Bonheur des Dames d'Émile Zola, qui est paru chez l'éditeur Charpentier en 1883, un ouvrage qui a été illustré et qui nous montrait de quelle manière le grand magasin devait satisfaire les plaisirs du consommateur en lui offrant dans un même lieu toutes les possibilités d'achat. Depuis, on est revenu un petit peu sur ce modèle, même si ça existe encore assez largement, mais c'est évidemment l'ancêtre de nos galeries marchandes, grands magasins. Et donc, on avait toutes ces nouveautés. Au début, on appelait ça des magasins de nouveautés parce qu'on y mettait évidemment tout ce que la modernité offrait. Donc, on pouvait trouver dans ce même lieu, ce qui était très nouveau à l'époque, à la fois des tissus pour réaliser des vêtements, du linge de maison, de la vaisselle, du bricolage, enfin toutes sortes de choses incroyables, à la fois nouvelles et très utiles au quotidien. Donc c'était des établissements absolument gigantesques avec des grands escaliers,
Je vous ai mis cette illustration d'ailleurs, où on voit ces doubles étages. Du bas, on voit sur les mezzanines, on voit des objets qui peut-être vous feraient envie. Et donc, tout est visible pour solliciter la balade et puis le fait que le client va rester le plus longtemps possible et donc peut-être acheter quelque chose. Donc Zola va décrire un petit peu à travers le portrait d'une jeune fille provinciale qui arrive à Paris et qui va être embauchée avec toute sa naïveté dans ce grand magasin. Et évidemment, toute cette vie-là, c'est à la fois la mise en place des rayons, la période des soldes, c'est les réclamations des clients malheureux sur l'achat d'un objet qui avait été vendu de façon un peu trop alléchante et finalement on était un petit peu déçus. Donc on va vous suivre les soubresauts de cette jeune fille qui, vous le savez, à la fin épouse le patron du bonheur des dames. Autre exemple de réclamation, une réclamation engagée, cette fois-ci pour les peintres du 19e, Manet et autres, Pissarro, Claude Monet, etc., avec ce fameux Salon des refusés de 1863. Donc c'est la date qu'on a retenue, mais il y en a eu d'autres, des salons des refusés. Il y en a eu un l'année d'après en 64, il y en a eu un encore en 73, en 75, en 1885. Mais celui qui a fait le plus parler et qui a retenu notre attention dans l'histoire de l'art, c'est le tout premier, celui de 1863, où Manet et quelques autres personnes avaient été trouver Napoléon III pour le solliciter. Vous savez qu'à l'époque, la seule façon d'exister artistiquement parlant, c'était de participer au salon. Le salon, c'était la grande expo annuelle. Pour vous donner un ordre d'idée, sous le Second Empire, il y a à peu près 1 million d'habitants à Paris et 1,2 million de personnes vont au salon. Donc, on peut dire que quasiment tout Paris, voire plusieurs fois, et des étrangers bien entendu, vont au salon. Donc c'est colossal, et à une époque où le marché de l'art n'existe pas, il faut pouvoir exister par un autre moyen, et cette vitrine éphémère qui dure quelques mois à Paris va permettre de le faire, enfin quelques semaines, va permettre de le faire. Donc si on est exclu du salon parce qu'il y a un jury qui sélectionne les œuvres, à peu près la fameuse année 1863, il y avait 5000 tableaux proposés, 2000 seulement ont été acceptés au salon officiel, et donc après plusieurs refus des années auparavant, certains artistes, critiques d'art, pas mal de personnes du monde de l'art se mobilisent pour aller trouver Napoléon III. Dans ce cortège, il y a Édouard Manet, qui est celui qui a cristallisé un petit peu cette requête et cette réclamation auprès de Napoléon III, qui vont demander de pouvoir exister malgré tout quelque part dans Paris. Et donc Napoléon III trouve aussi que le jury est assez sévère et il va autoriser l'ouverture de ce salon dans le Palais de l'Industrie, donc en marge du salon officiel. Et on va du coup découvrir cette nouvelle peinture, tout ce qui est rejeté, tout ce qui fait scandale au 19e. Et comme vous le savez, évidemment, ça attire les curieux. Donc on va pouvoir, grâce à cette petite porte ouverte, découvrir la peinture de paysage des futurs impressionnistes ou de l'école de Barbizon, et d'autres peintures comme celle de Manet avec ce fameux Déjeuner sur l'herbe qui est un peu l'objet, enfin la peinture emblématique de ce salon des refusés. Donc on y voit évidemment Victorine Meurent, cette femme nue assise au milieu d'hommes habillés, donc c'est ça qui choque évidemment au 19e. La femme peut être nue dans tous les tableaux que l'on veut au 19e siècle, à condition que ce soit une muse mythologique. Ça ne peut pas être une vraie femme. Donc on en a vu des femmes nues, beaucoup dans la sculpture et la peinture, mais si c'est une Vénus, si c'est une déesse ou une allégorie quelconque, ça passe. Si c'est une vraie femme identifiée que l'on connaît, et Victorine Meurent est un des grands modèles parisiens, donc évidemment on n'est plus dans la muse, et puis là il n'y a pas d'allégorie mythologique possible à identifier. On a également Peter Lenhoff, qui est le personnage du milieu, qui est le sculpteur, qui va devenir un des beaux-frères des Manet. Il va épouser leur sœur, et Eugène Manet avec la Faluche des étudiants de la Sorbonne, vous savez ce petit chapeau caractéristique des étudiants du quartier latin. Eugène qui va épouser Berthe Morisot, ils auront une fille, et Eugène c'est un modèle d'attention pour son épouse puisqu'il s'occupe de leur fille en permanence pour qu'elle puisse peindre de longues heures. Donc on a beaucoup de témoignages de cela. Donc voilà un petit peu, et puis cette perspective tronquée avec ce regard qui s'enfonce comme ça dans ce bois, et cette
naïade qui nous renvoie comme ça la perspective dans l'axe. Tous les critiques ont quand même salué cette très jolie nature morte dans le côté gauche en bas, ce pique-nique en forêt et surtout les habits, parce que du coup c'est pas une déesse mythologique parce qu'elle vient de se déshabiller. Donc ça passe pas très bien. Je vais terminer dans un petit pas contemporain pour ancrer ça dans une réalité plus proche de nous, que vous connaissez peut-être. Vous connaissez Zeus, on prononce Zeus, mais il écrit ça à l'ancienne avec le V. On a ce street artiste assez amusant, enfin moi qui m'amuse beaucoup, qui est assez jeune, je crois qu'il a 37 ans. Et donc il avait comme fait d'armes son premier coup, après avoir, vous avez tous vu ça, vous savez, il faisait les ombres du mobilier urbain dans Paris à la bombe sur le sol, les ombres portées des entrées de métro, etc., des poubelles. Et il a réalisé en 2002 sa réclamation contre le monde de la consommation. Et depuis, il est un petit peu dans cette dynamique-là, où justement, il avait kidnappé la femme Lavazza sur une pub à Berlin. Donc, il l'avait découpée au cutter et il avait demandé une rançon à Lavazza. Ça avait tellement fait parler, tellement amusé le comité de direction qu'ils ont payé cette rançon. Et du coup, ça a créé un buzz sur le buzz de Zeus qui avait lancé cette polémique-là. Et par la suite, il a réalisé de nombreux logos liquidés, où justement l'idée, c'est que le logo se désintègre, cette image de la consommation identitaire et reconnaissable pour toutes les marques. Donc, il s'est amusé un petit peu à faire couler ses logos. Donc, je vous en ai mis quelques-uns, comme ici avec le M de McDonald's. Il y en avait d'autres, il y en a plein. Je pourrais tenir une heure avec ça, évidemment. Coca-Cola, ici, en banlieue. Il a fait de même avec le logo Chanel à Hong Kong. Ça s'est très mal passé. Il a fait de la prison. Il sait évidemment que c'est illicite. Nike a repris les logos liquidés qu'il avait fait sur le logo Nike. Et ils en ont fait des t-shirts. Alors, comme il dit, c'est le jeu. Je me suis moquée. Ils ont détourné contre moi. Donc, il y a parfois cette interaction comme ça avec les marques qui se met en place et qui prolonge l'œuvre au-delà du mur et de la rue. Et il avait fait quelque chose d'assez étonnant à la fin des années 90. Il avait travaillé avec une espèce d'encre, vous savez, qui se voyait que lorsque les bateaux-mouches passaient la nuit sur les quais de Seine. Et donc, sur Notre-Dame, il avait fait des messages comme ça, avec cette encre particulière. Et quand les bateaux-mouches passaient, ça révélait cette phrase sur le bâtiment de Notre-Dame. Et donc, des mots comme « l'éternel est invisible » ou des choses comme ça, ou « l'éternité est invisible pour Notre-Dame ». Donc, on avait pas mal de phrases emblématiques, donc assez astucieuses. Et puis maintenant, il s'est un petit peu rangé, mais il continue à parler un petit peu de toute cette époque de street artiste. Voilà, je ne veux pas dépasser davantage.